Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler cybersécurité. Quelles sont les tendances et les enjeux juridiques? Ce sera dans quelques instants avec Pierre-Xavier Chomiac de SAS, avocat fondateur de PCS Avocat. On parlera ensuite du rôle du notaire en matière de diagnostic immobilier avec Cécile Dupin, notaire associé chez KL Conseil. Et enfin, on parlera de la clause de non-concurrence dans un contrat de travail avec Victor Mollet, avocat fondateur de Egg Avocat. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler cybersécurité. Quelles sont les tendances et les enjeux juridiques avec mon invité Pierre-Xavier Chomiac de SAS, avocat fondateur de PCS Avocat. Pierre-Xavier, bonjour. Bonjour. La cybersécurité est un enjeu majeur face aux cyberattaques croissantes que connaissent les entreprises. Pour commencer, quel est le cadre juridique de la cybersécurité? Alors, la notion de cybersécurité renvoie en réalité à plusieurs éléments qu'on pourrait scinder en deux catégories ou deux groupes. D'abord, l'aspect normatif, qui comprend en fait l'ensemble des règles qui sont destinées à garantir la meilleure sécurité des outils numériques qui sont proposés ou qui sont utilisés par les entreprises et les citoyens. Et là-dedans, vous avez un corpus de règles particulièrement large. Au niveau national, on peut en citer en vrac la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004, les différentes lois de programmation militaire qui ont été faites à partir des années 2010, la loi pour une république numérique en 2016, plus récemment la LOPMI, qui est la loi d'organisation, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, etc., qui comprennent toutes des dispositions en matière de cybersécurité et de protection des outils numériques. Au niveau européen, évidemment, nous avons des directives qui ont été implémentées et qui visent à apporter et consolider ces éléments-là. Les plus récentes, naturellement, ce sont les directives Nice et Nice 2, mais on peut évidemment, en matière de cybersécurité, parler également du fameux RGPD, Règlement général sur la protection des données, qui lui couvre des aspects liés aux données personnelles des citoyens et des utilisateurs. Et après, ça c'était pour l'aspect normatif, et de l'autre côté vous avez un aspect qui est plutôt répressif, l'aspect pénal, avec un certain nombre d'infractions qui ont été créées à partir des années 70 pour commencer à sanctionner finalement les faits qui sont associés à l'intrusion, l'attaque, la modification, la suppression de données dans des systèmes automatisés. Et c'est là que vous avez les escroqueries en ligne, c'est là que vous avez toutes les attaques sous forme de virus informatiques, de malware, de rançongiciels. J'en passe et des meilleurs. Et puis les infractions qui vont toucher soit des biens, donc les arnaques en ligne, soit des atteintes contre les personnes, avec les infractions sur les données personnelles, les attaques contre les institutions publiques, et on l'a vu notamment avec les hôpitaux qui sont souvent les premières cibles d'attaques informatiques de masse, et après des infractions spécifiques à des réglementations, par exemple le RGPD comme je le mentionnais. Bon, on a vu qu'il y a un cadre juridique assez large. On va se pencher sur les obligations des entreprises. Quelles sont les obligations des entreprises en matière de cybersécurité? On peut les structurer autour de trois axiomes. D'une part, l'audit et la connaissance des failles et des risques associés à leurs activités. Deuxièmement, le contrôle et la mise en place d'outils de protection de ces risques. Et troisièmement, un volet plus pédagogique qui va être destiné justement à former les effectifs de la société, à la fois les dirigeants, à la fois les responsables des différents secteurs, l'ensemble du personnel, l'ensemble des effectifs qui vont tourner, les stagiaires, le personnel, on va dire, qui peut être porté à l'extérieur, les prestataires, les contractants, les fournisseurs. C'est un écosystème extrêmement dense. En matière d'audit, pour revenir sur ce point-là, évidemment, ça suppose à la fois de connaître les activités de sa société, d'un point de vue technique, savoir tous les éléments et outils qui sont utilisés, qu'il s'agisse de logiciels, qu'il s'agisse de personnes, qu'il s'agisse de moyens et de ressources au sens large, comprendre quels sont les risques qui y sont associés, et après préparer, encadrer
d'un point de vue contractuel, d'un point de vue technique et logiciel, la protection de ces éléments. Et plus généralement, et c'est l'aspect général des directives et des réglementations en matière de cybersécurité, documenter l'ensemble de ces éléments pour que, en cas d'attaque ou en cas de contrôle, on puisse justifier des diligences qui ont été réalisées pour témoigner d'une bonne foi et d'un sérieux dans la protection des outils numériques. Alors, vous évoquez les cyberattaques. Quelles sont les conséquences juridiques des cyberattaques? Alors, elle varie profondément selon d'abord la forme de l'attaque, un rançongiciel qui va geler tous les dossiers d'une structure ou tous les fichiers d'une structure, les vols de données confidentielles qui pourraient être après revendus ou exploités par des tiers. Donc d'une part l'ampleur de la forme de l'attaque, l'ampleur de l'attaque, et évidemment la préparation de l'entreprise par rapport à une attaque ou l'une de ces types d'attaques. Le premier, en matière de risque juridique, évidemment le premier point à prendre en considération, c'est les conséquences de la désorganisation de la société qui va se manifester par un risque de manquement contractuel très fort avec les prestataires, avec les clients, avec les fournisseurs. Et pour citer un exemple, aujourd'hui, les virus informatiques ou une attaque par virus informatique n'est pas considérée systématiquement comme un cas de force majeure qui permettrait d'exonérer la responsabilité de la société. Pourquoi ? Parce que ça s'applique au cas par cas, parce que justement, fort d'obligations en matière de cybersécurité, on peut considérer qu'un stagiaire qui ouvrirait un fichier, mais évidemment dangereux, incombe finalement un manquement de la société d'avoir formé ses effectifs, d'avoir vérifié ou d'avoir utilisé des logiciels ou des outils qui... Il y a une négligence quelque part de la société. Exactement. Et c'est tout cet équilibre à trouver entre obligation en matière de cybersécurité et deuxièmement protection en matière d'attaque. Donc désorganisation de la société. Le deuxième, c'est les sanctions civiles, pénales, voire administratives. Si on constate des négligences, si l'on constate des manquements, si l'on constate des fautes de la part de l'entreprise dans la mise en place de ces différentes obligations et responsabilités. Et le troisième, parfois négligé, c'est la réparation des préjudices des victimes collatérales. Un exemple, lorsqu'un fonds d'investissement se fait pirater et que des clients de ce fonds se font escroquer de l'argent par des personnes qui se seraient fait passer pour ce fonds, eh bien évidemment les clients seraient en droit de demander des comptes au fonds visé en matière de sécurité, en matière de diligence qui aurait été faite pour limiter ce genre de risque. Évidemment, le fonds peut engager sa responsabilité et on peut étendre cet axiome à l'ensemble des sociétés. Et évidemment, le dernier, c'est les conséquences finalement d'un préjudice économique du fait du gel de la société et un préjudice d'image en matière de sécurisation et de crédibilité vis-à-vis en effet du monde des affaires. Alors pour éviter ces désagréments, qu'est-ce qu'on peut faire de manière préventive ? Alors évidemment, sortir la tête du sable et auditer. Considérer que c'est un enjeu qui est essentiel et qu'il ne s'agit pas juste de normes pénibles à respecter. Donc procéder à un audit à la fois technique et à la fois juridique, fait soit en interne si vous disposez des ressources, soit par des prestataires spécialisés qui peuvent permettre d'identifier les risques, les dangers ou les manquements à un certain nombre de normes. Ensuite, à nouveau, envisager les solutions qu'on peut mettre en place à court, moyen et long terme pour pérenniser ces éléments-là. Documenter, je l'avais dit, l'ensemble de ces éléments. Et un aspect qui est souvent négligé mais qui peut être extrêmement important et utile, c'est préparer des procédures en cas d'attaque, simuler, tenter, faire des exercices. Faire des exercices sur différents types d'attaques pour que le jour J, lorsque ça se produit, vous ne soyez plus dans une situation de gestion de crise non préparée, mais que vous connaissiez les procédures à suivre, les autorités à contacter, que ce soit l'ANSSI, que ce soit l'AMF, que ce soit le RGPD. Vous avez notamment des obligations avec des délais très courts, notamment 72 heures, pour signaler sans constater un manquement vis-à-vis d'un certain nombre d'autorités. Et on sait que de manière générale, il faut aller vite dans ces cas-là. Et il faut aller évidemment vite, et donc préparer le mieux les différents interlocuteurs qui seront nécessaires, les personnes à contacter, la procédure à suivre,
un petit peu comme en matière d'incendie, c'est toujours mieux lorsque les effectifs ont été préparés et formés. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup Pierre-Xavier Chaumiac de Sas d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes avocat fondateur de PCS Avocats. Merci, très bonne journée. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du rôle du notaire en matière de diagnostic immobilier. On poursuit ce Lex Inside, on va parler du rôle du notaire en matière de diagnostic immobilier avec mon invitée Cécile Dupin, notaire associée au sein de KL Conseil. Cécile Dupin, bonjour. Bonjour Arnaud. Le notaire a la charge d'authentifier un acte de vente immobilière. Nous allons voir ensemble le rôle du notaire en matière de diagnostic immobilier. Tout d'abord, pourquoi faut-il un dossier de diagnostic technique dans une vente ? Alors aujourd'hui, la plupart des ventes immobilières sont des ventes de biens dits anciens, par opposition aux biens neufs. Et donc ces biens sont vendus pour la plupart des échanges de ventes immobilières par des particuliers, donc entre particuliers, des biens anciens. Et donc on donne tout un dossier d'informations sur l'état du bien, puisqu'il est vendu dans l'état dans lequel il est le jour de la vente, sans garantie de cet état par le vendeur. Et donc le législateur a peu à peu mis en place un dossier qui est une forme d'audit vraiment de l'immeuble pour informer au maximum l'acquéreur des qualités et peut-être des défauts du bien qu'il va acheter. Alors on va parler de la composition du dossier. De quoi est composé ce dossier ? Alors aujourd'hui, quand on parle stricto sensu du dossier de diagnostic technique, c'est un dossier qui est composé de 12 diagnostics et qui est prévu par le Code de la consommation. Donc ces diagnostics, c'est l'amiante, le plomb, les termites, l'électricité, le gaz, les risques naturels, technologiques, etc. Et c'est aussi dans certains cas particuliers. Alors tous ces diagnostics doivent être faits en fonction des qualités intrinsèques du bien et de sa localisation. Et donc vous pouvez avoir, à certains endroits par exemple, désormais des diagnostics sur les cheminées à foyer ouvert. C'est très précis, c'est très pointu. Voilà globalement, et la performance énergétique également, voilà, tout ce dossier. Donc ça, c'est le dossier vraiment de diagnostic technique tel qu'il existe. Et puis, il y a tout un nombre d'autres diagnostics qui viennent s'ajouter et qui dépendent d'autres critères. Donc par exemple, en copropriété. Aujourd'hui, on doit faire un audit énergétique pour les grosses copropriétés. On a également, au moment de la mise en copropriété, quand on passe d'une monopropriété à donc multipropriété, on doit faire un diagnostic, le vendeur doit faire un diagnostic technique global de l'immeuble pour pouvoir informer chaque acquéreur de la solidité du clos du couvert, un visuel sur tous les travaux à venir dans les 10-15 prochaines années. Il y a donc de nouveaux diagnostics qui se développent, qui viennent dans des cas particuliers. L'objectif est toujours d'informer au maximum les acquéreurs. Alors, on a vu la composition du dossier, le nombre de diagnostics. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas le dossier ou quand le dossier est erroné ? Alors, si le dossier est erroné, ça c'est le plus simple, c'est le diagnostiqueur, c'est sa responsabilité. Le vendeur a fourni le dossier de diagnostic et donc le diagnostiqueur qui a commis une erreur est responsable vis-à-vis de l'acquéreur. Donc c'est une attaque en dommage ouvrage classique. D'accord. À l'inverse, un dossier de diagnostic absent, c'est beaucoup plus embêtant. Alors il y a un diagnostic particulier, c'est l'état des risques naturels, technologiques, pollution des sols. Celui-ci, il est obligatoire, entre guillemets obligatoire. S'il n'est pas là, vous pouvez demander la résolution de la vente. D'accord. Pour les autres, eh bien, le vendeur reste garant des vices cachés. Donc ce dossier de diagnostic aurait permis de pouvoir se dégager de cette responsabilité, et là elle revient, donc c'est soit une action rédhibitoire, soit une action résolutoire, donc soit, si vraiment c'est très grave, eh bien la vente est annulée, le prix est restitué, si c'est un peu moins grave, des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Alors on va évoquer les enjeux des diagnostics. Quels sont les enjeux soulevés par ces diagnostics ? Est-ce qu'ils ont un effet véritable dans les ventes et plus généralement sur le marché immobilier ? Oui, c'est le cas. Alors, les enjeux simples, au cas par cas, au quotidien, nous, on reçoit nos clients, on reçoit des acquéreurs qui viennent nous voir et on reçoit leur dossier, on lit le dossier et on leur explique les enjeux pour chacun de ces diagnostics. Par exemple, simplement, un client qui achète un bien pour faire de la mise en location, des anomalies électriques,
On l'avertit qu'il va être responsable vis-à-vis de son locataire des éventuels dommages. Celui dont on entend beaucoup parler, la performance énergétique, il y a des interdictions de mise en location. Donc voilà, on éveille vraiment l'acquéreur. Et si ces diagnostics font que le projet n'est plus viable, au cas par cas, effectivement, on va perdre des opérations. Et plus largement, ça permet d'orienter et de protéger les acquéreurs par, entre guillemets, la politique, le gouvernement. On va dire que dans les fin des années 90, l'amiante a été découverte. On a créé ce diagnostic. Aujourd'hui, on traite l'amiante. C'est vraiment un outil politique qui est mis en place. Celui qui est plus actuel, c'est la performance énergétique. Orienter les diagnostics, attirer l'attention des acquéreurs vers ça, c'est permettre une transition énergétique et d'accompagner vraiment l'immobilier tout entier. Donc c'est vraiment donner des grandes lignes finalement. Et le tout dernier dont on entend parler maintenant, c'est dans l'état des risques, c'est le recul du trait de côte qui est devenu obligatoire. Et de quoi s'agit-il ? Alors, le recul du trait de côte, c'est prendre en compte sur les 5, 30, 100 prochaines années les évolutions géologiques du sol et donc les falaises qui vont s'écrouler avec le temps, avec l'avancée de la mer et le réchauffement climatique. L'exemple célèbre, c'est à Soulac-sur-Mer, un immeuble qui est dit Le Signal, qui a dû être évacué et les propriétaires indemnisés parce que l'immeuble est voué à disparaître, il va tomber dans la mer. Et donc on essaye de prendre ça en compte aujourd'hui et de prévenir les acquéreurs. Attention, le bien que vous achetez, dans 30 ans, sera sous l'eau. Alors peut-être des bonnes pratiques à rappeler en matière de diagnostic immobilier ? Alors, c'est très important de faire réaliser les diagnostics immobiliers par un professionnel qui est compétent, qui est assuré et qui est indépendant. Donc nous, on vérifie ça quand on reçoit le dossier, évidemment, on vérifie ça pour nos clients. Ce qui est important, c'est que le vendeur fasse faire ce dossier de diagnostic dès la mise en vente et dans l'idéal, qu'il soit transmis à l'acquéreur au moment de la négociation. Un acquéreur qui a déjà fait son offre, un vendeur qui l'a déjà accepté, s'il n'avait pas les informations alors qu'elles préexistaient, il va y avoir un sentiment désagréable pour l'ensemble des parties. Et donc, un maximum de transparence avec une transmission dès le départ de ce dossier, c'est l'idéal. Alors, est-ce que le rôle du notaire a évolué par rapport à ces diagnostics on a l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux? Est-ce que, par exemple, l'IA peut aider dans le futur le notaire à contrôler justement ces diagnostics? Alors oui, notre rôle, je trouve, a profondément changé. Donc évidemment, on a un rôle très technique maintenant d'accompagnement du vendeur pour bien vérifier que, entre guillemets, chaque case est bien remplie et que tout a été fait, que tout a été transmis. Accompagner l'acquéreur pour qu'il les comprenne, pour qu'il voit les enjeux. Mais aussi, j'ai l'impression que ça a étendu notre rôle, plus de conseils. Et l'IA, on espère bientôt, va pouvoir nous aider à faire une synthèse. Et c'est-à-dire que c'est l'IA qui vérifiera pour nous vraiment le côté technique et que nous, on soit plus vraiment dans l'accompagnement du client et lui dire « Attention, si ce diagnostic a tel défaut, le risque pour vous à anticiper, c'est celui-là. » Être vraiment dans l'avenir. Apporter votre valeur ajoutée. Exactement. N'être que dans la valeur ajoutée et ne plus avoir à vérifier la date à laquelle il a été fait, si le délai est bien écoulé. Et ça, aujourd'hui, ça nous prend beaucoup de temps. Donc ce sera un vrai progrès pour vous. On l'espère, oui. On va conclure là-dessus. Merci Cécile Dupin. Je rappelle que vous êtes notaire associé au sein de l'étude KL Conseil. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la clause de non-concurrence. On poursuit ce Lex Inside, on va parler de la clause de non-concurrence avec mon invité Victor Mollet, avocat fondateur du cabinet Egg Avocat. Victor, bonjour. Bonjour Arnaud. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une clause de non-concurrence ? Alors Arnaud, tout d'abord, si vous me permettez, il faut rappeler que durant l'exécution du contrat de travail, le salarié est tenu à une obligation de non-concurrence en vertu de son obligation de loyauté. Et en principe, après la rupture de son contrat de travail, le salarié retrouve sa liberté d'exercice professionnel, c'est-à-dire qu'il peut aller travailler chez un concurrent s'il souhaite. Et la clause de non-concurrence, qui est insérée par l'employeur dans le contrat de travail, permet d'empêcher
le salarié pendant une durée limitée et sur un territoire défini permet d'empêcher le salarié d'exercer chez une entreprise concurrente ou d'exercer à son propre compte une activité concurrente à celle de son ancien employeur. Et donc elle s'applique après la rupture du contrat de travail. Bon, maintenant on sait ce qu'est une clause de non-concurrence, mais quelles sont ses conditions de validité? Alors quelles sont ces conditions de validité? Elles ne sont pas fixées par la loi, mais elles ont été fixées par la jurisprudence. Elles sont au nombre de 6. Tout d'abord, la clause de non-concurrence doit être écrite, soit dans le contrat de travail, ou ça peut arriver parfois par la convention collective. La deuxième condition, c'est que la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Ensuite, elle doit tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié. Elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Et elle doit comporter une contrepartie financière pour le salarié. Et en cas de non-respect de l'un de ces 6 critères sont cumulatifs, la clause de non-concurrence pourra être jugée comme nulle. Alors, on va revenir sur la limitation géographique et temporelle de la clause de non-concurrence. Quelles sont ses limites? Alors, quelles sont ces limites? Alors, il est important tout d'abord de définir la limite géographique. Par exemple, la jurisprudence a pu déclarer nulle une clause de non-concurrence qui visait comme limite géographique les différents établissements où était située la société. Pourquoi? Parce qu'en moment où le salarié signe son contrat de travail et le moment où se produit la rupture, la société peut avoir acquis de nouveaux établissements et donc, vous comprenez bien, le périmètre géographique a pu être étendu. Bien donc sûr. il faut précisément définir la limite géographique. Ça peut être des régions, des départements, mais ça peut être aussi des pays. Par exemple, si le salarié travaille pour une société qui travaille uniquement sur le territoire national et qu'il intervient sur tout le territoire national, l'employeur peut très bien fixer comme limite géographique le territoire national. D'accord. Si le salarié intervient sur 3 pays, France, Allemagne, Suisse, l'employeur peut très bien fixer comme limite ces 3 pays. Sur la limite temporelle, la clause de non-concurrence doit indiquer une durée limitée pendant laquelle l'interdiction s'applique. Une durée longue se justifie plus aisément pour les salariés qualifiés et inversement, une durée plus courte se justifie pour les salariés qui sont moins qualifiés. En pratique, la durée retenue varie entre 12 à 24 mois. D'accord. Alors, vous l'avez dit également, cette clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière. Quel montant fixé comme contrepartie financière? Alors, c'est une très bonne question. Au-delà du montant de la contrepartie financière, on doit prévoir dans la clause de non-concurrence les modalités de calcul, la périodicité et la durée de versement de cette contrepartie financière. Comme vous l'avez expliqué, elle doit être non dérisoire. Qu'est-ce qu'on entend par non dérisoire? Au regard de la jurisprudence, on considère qu'une contrepartie financière est non dérisoire lorsqu'elle dépasse une indemnité mensuelle supérieure à 25% de la rémunération mensuelle fixe plus variable. D'accord. Si elle est inférieure à 20-25%, on peut considérer qu'elle est dérisoire et le salarié pourrait considérer que sa clause de non-concurrence est nulle. D'accord. Un autre aspect qui peut être intéressant à aborder, est-ce que l'employeur peut renoncer à appliquer la clause de non-concurrence? Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement, l'employeur peut se rendre compte au moment de la rupture que la clause de non-concurrence n'a plus d'intérêt et peut souhaiter lever la clause de non-concurrence. Il peut le faire. Il peut le faire à certaines conditions. En respectant les conditions de renonciation qui sont prévues par le contrat de travail et qui peuvent être également prévues par les dispositions conventionnelles si elles existent. Et vous allez me poser la question, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de conditions de renonciation prévues dans le contrat de travail ou la convention collective? Dans ce cas-là, il faut impérativement l'accord du salarié au moment de la rupture. D'accord.
Et dans le cas où c'est le salarié qui ne respecte pas la clause de non-concurrence, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les sanctions? Alors, il y a plusieurs actions possibles. Tout d'abord, en tant qu'employeur, si vous avez un salarié qui ne respecte pas sa clause de non-concurrence et qui va travailler chez un concurrent, vous pouvez engager une action en référé. D'accord. Et demander au conseil de prud'homme qu'il interdise au salarié, sous astreinte, de cesser ses fonctions avec son nouvel employeur. Ensuite, vous pouvez engager une action au fond, toujours devant le conseil de prud'homme, pour demander le remboursement des sommes perçues au titre de l'indemnité de non-concurrence et la condamnation du salarié à verser l'indemnité prévue dans la clause pénale et éventuellement des dommages et intérêts s'il n'y avait pas de clause pénale. Et il y a un troisième type d'action qui est intéressant à connaître, c'est que l'employeur peut également engager une action en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce contre la société qui a embauché le salarié en connaissance de sa clause de non-concurrence. D'accord. Une action en concurrence déloyale contre le nouvel employeur. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Si jamais l'employeur ne verse pas cette contrepartie, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Si l'employeur ne respecte pas la clause en ne versant pas cette contrepartie financière, vous, en tant que salarié, vous n'êtes plus obligé de respecter la clause de non-concurrence. Et vous avez tout intérêt, en fait, à agir devant le conseil de prud'homme en expliquant que l'indemnité de non-concurrence ne vous avait pas été versée, et que pour être formellement libéré en fait, de cette clause de non-concurrence, et demander des dommages et intérêts à votre ancien employeur en raison du préjudice subi. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir en tête pour respecter cette clause de non-concurrence côté salarié et côté employeur également? Alors oui, effectivement, il y a des bonnes pratiques à avoir. Je commence en tant qu'employeur. Tout d'abord, bien vérifier en fait qu'est-ce qui est mentionné, qu'est-ce qui est stipulé dans votre contrat de travail. Vérifier qu'on a bien les 6 conditions que j'ai pu énumérer, et notamment que l'activité de l'entreprise, et non pas l'activité du groupe, l'activité de l'entreprise est bien définie dans la clause de non-concurrence. D'accord. Que les spécificités de l'emploi justifient l'insertion d'une clause de non-concurrence et qu'on a bien une indemnité de non-concurrence qui n'est pas dérisoire. D'accord. Et côté salarié? Et côté salarié, regardez aussi si les 6 conditions sont bien présentes pour vérifier que cette clause de non-concurrence s'applique bien, vérifier le montant de l'indemnité de non-concurrence et surtout vérifier sur quel secteur d'activité elle s'applique et sur quel périmètre géographique elle s'applique. Ouais, peut-être vérifier que le périmètre ne soit pas trop important pour garder quand même une liberté si jamais un jour le salarié veut changer d'emploi. Exactement. Ouais. C'est connaître en fait son obligation qui s'applique à l'issue de la rupture de son contrat de travail. Et un autre réflexe, c'est vérifier au moment de la rupture, en tant qu'employeur, est-ce que je lève la clause de non-concurrence, parce qu'après la rupture du contrat de travail, il sera trop tard. Et en tant que salarié, est-ce que mon employeur a levé ou non la clause de non-concurrence qui figurait à mon contrat de travail? On va conclure là-dessus. Merci Victor Mollet. Je rappelle que vous êtes avocat fondateur du cabinet Egg Avocat. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.